ça, c'est le drone de mon parrain. Puis, comme on peut voir, il est brisé. Donc, il y a une petite pièce en plastique qui vient tenir les hélices en place, qui est brisée. Donc, c'est vraiment une très petite pièce. Et ça va quand même demander beaucoup de solidité. Heureusement, j'ai Bamboo Lab qui m'ont envoyé la X1 Carbon avec des filaments d'ingénierie comme du nylon, du PA. Non, le nylon, c'est du PA6 GF, donc GF pour Glass Fiber. Peu importe, c'est du matériel d'ingénierie super tough qui devrait potentiellement pouvoir faire des pièces assez solides pour remplacer cette petite pièce sur son drone. Bon, là, bien évidemment, ça serait peut-être plus simple de juste acheter les pièces manquantes sur Amazon. Mais c'est quand même un projet que je trouve intéressant à essayer puis à modéliser. Puis je pense que ça pourrait être une belle opportunité de tester ce fameux nylon que Bamboo Lab m'ont envoyé. Donc ça fait quand même un bout que j'ai pas fait de contenu, honnêtement. J'ai été pas mal dans mes affaires à modéliser mes choses, à travailler avec les. J'ai travaillé beaucoup avec les élèves de l'Académie 3D, qui est mon académie de modélisation. Donc, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais là, l'Académie 3D est enfin finalisée. J'ai enfin fini de tout monter le cours correctement. Donc, j'ai le temps de refaire du contenu. Puis, je me disais, pourquoi pas faire du contenu de modélisation. Donc, on va aller voir. J'ai pris des photos de qu'est-ce qui ont de l'air les pièces pour pouvoir vous montrer avec quoi qu'on travaille. Donc, c'est la petite pièce avec laquelle on va travailler. Donc, on voit que c'est une petite pièce qui a 3 vis et une géométrie qui va venir locker l'hélice en place. Donc, ça, on regarde d'un autre angle. On voit que on a différentes sections. Donc, la façon que je vais modéliser ça, c'est que je vais faire mon sketch en vue de top. Fait que je vais choisir cette vue-là pour faire mon sketch, puis tout faire mes features. Puis ensuite de ça, je vais venir faire mes extrusions étape par étape. Puis de la façon que je vais séparer ça, je vais utiliser le snipping tool juste pour être capable de dessiner dessus, là. Donc la façon que je vais séparer ça, c'est que je vais faire une extrusion pour la base de l'objet. Je vais faire une extrusion pour faire cette géométrie-là, donc la géométrie comme au centre. Puis finalement, je vais faire une extrusion pour faire les petites dents ici sur le côté. Ensuite de ça, je vais faire un chanfrein ici pour avoir notre angle. Puis je vais venir faire des extrusions pour les petites pattes en dessous. Donc ça va être quand même un sketch, 4 étapes. Ça devrait se faire quand même assez bien. Je vais commencer par le top et je vais mettre un canevas. Donc, je vais insérer un canevas pour avoir l'image de ma pièce. Et là, je ne peux pas sélectionner de face parce que mes origines sont cachées. Donc, je vais juste montrer mes origines. Et je vais y aller par le top. Donc, je vais sélectionner cette face-là ici. Il ne me laisse pas sélectionner de face. Pourquoi il ne me laisse pas sélectionner de face? C'est bizarre. Je pense qu'il faut que je fasse un sketch en premier pour être capable d'insérer un canevas. Je viens de penser à ça. Je vais juste réessayer rapidement. Ah non, ok. J'avais juste pas la bonne fonctionnalité. Et ensuite de ça, je vais tout simplement venir calibrer mon image. Donc, on va mettre une calibration de ici à ici. Et là, je vais mesurer ma pièce avec mon pied à coulisse. Et la mesure que je viens d'y mettre, 12.85. 12.85. Boom! Fait que là, on est rendu beaucoup plus gros. Et je vais essayer de se mettre le plus centré possible. Le canevas, ça va juste être une référence pour me donner une idée de ce que je dessine. J'ai pas besoin de le faire. Puis en plus, ça va donner quelque chose de plus interactif pour vous aider à comprendre qu'est-ce que je fais.
Donc je vais essayer de le centrer le plus possible parce que tous mes designs, je les fais tout le temps centrés. C'est toujours plus facile de travailler avec quelque chose de bien centré. Donc je vais faire un sketch sur cette même face. Puis je vais commencer à dessiner les choses que je vois. Donc je vois qu'on a ça, je vois qu'on a ça. Donc là, je vais donner des dimensions à ces choses-là. Le cercle externe, j'ai déjà trouvé que c'était une dimension de 12,85. Le diamètre du cercle interne, par contre, ça va être une dimension de 5,05. 5,05, juste comme ça. Et là, ici, on va avoir des cercles avec des bosses, comme ça, qui ressortent. Donc, ces cercles-là, ils vont servir à avoir des vis à l'intérieur. Et ils vont ressortir un peu de notre cercle initial. Donc, je vais tout simplement, je vais garder ça centré ici. Donc, je vais mettre une ligne de construction pour être centré. Et là, on voit qu'il y a la contrainte ici, verticale, horizontale, qui s'est mise automatiquement. Donc, on sait que cette ligne-là va être verticale et donc, elle va être centrée parce que notre cercle il est sur le centre, donc l'origine. Je vais juste enlever l'origine d'ailleurs pour que ça l'arrête de nous flasher. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon cercle, je vais enlever la construction, je vais venir dessiner ici. Donc on va avoir deux cercles. On a un cercle pour le trou de la vis, puis un cercle pour la tête de la vis. Donc je vais venir leur mettre leur dimension tout de suite. Donc on est à 2,25 sur le cercle interne. Sur le cercle externe, on va être à 4 pile. Maintenant, pour la distance entre le cercle puis le cercle interne, par exemple, je peux prendre mon pied à coulisse puis mesurer, venir pincer du rebord du cercle jusqu'au rebord du cercle ici. Par contre, si je mets des mesures puis que je choisis les deux diamètres, il va faire milieu à milieu. Donc, qu'est-ce que je fais moi pour faire... Oh, j'ai fait delete. CTRL Z, je ne veux pas déliter. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des points qui vont être coïncidents, donc qui vont toucher au cercle et à la ligne. Donc ça va venir me donner... pas cette ligne-là. Ça va me donner l'opportunité de venir mesurer entre l'extérieur de ce cercle-là puis l'intérieur de ce cercle-là. Comme ça, donc je peux mettre une mesure ici. Et là, je peux mesurer cette mesure-là en pinçant avec mon pied à coulisse, tout simplement. Comme ça. On est à 1,55. On va mettre la mesure 1,55. Boom! Ensuite de ça, on va avoir la géométrie ici qui fait cette merveilleuse forme. Ce que je vais faire, je pense que qu'est-ce que je vais faire, je vais essayer, admettons que je fais un arc. Tout simplement. Puis que je mets cet arc-là concentrique avec celui-là, elle va être euh, automatiquement centré. Puis là, je vais pouvoir mettre une mesure ici, juste comme ça. Je vais faire 0.42 x 2 qui va être un petit peu plus gros, mais je pense que ça va être quand même bien. Ça va pas être exactement la même forme. Par contre, ça va nous donner le résultat escompté, c'est-à-dire avoir plus de matière pour être plus solide. Pourquoi j'ai fait 0.42 x 2? C'est parce que ma ligne d'extrusion va être de 0.42 mm, puis je vais avoir deux extrusions, donc deux périmètres. Donc je veux que ça tombe exactement sur le shift pile pour que mon slicer puisse interpréter la géométrie que j'ai faite, puis mettre deux périmètres à cet endroit-là. Donc là, on va vouloir cette géométrie-là, mais ici et ici. Donc on va faire un circular pattern. Le circular pattern, il va recréer ce que je sélectionne autour d'un point. Donc si je sélectionne le circular pattern, je peux sélectionner mes objets. En fait, je vais venir tout sélectionner pour avoir question d'avoir les mesures également. Et je vais juste venir désélectionner ce que je veux pas.
Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner mon point central. J'en veux 3 distributions full. Et là, on voit que ça tombe exactement aux bonnes places. Donc ça va être la première moitié de mon sketch. Maintenant, pour l'autre géométrie, elle est un petit peu plus difficile à voir. Mais dans la vraie vie, je la vois quand même assez bien. Ça va être une géométrie qui tombe exactement dans les espaces négatifs entre mes trous. Donc, ça va être juste un autre circular pattern. Mais il va falloir commencer par la géométrie de base. Là. Donc, on a quelque chose qui va ressembler. Désolé, j'ai pris un petit moment pour analyser un peu qu'est-ce que j'allais faire. Donc, je vais créer une ligne de construction ici d'un point à l'autre. Puis je pense que je vais mettre une ligne. Je sais pas si ça fait du sens ce que je fais. Pour créer ce dessin-là à l'endroit escompté, puis là c'est dur à voir parce que la photo, il y a toujours un peu de perspective. Donc des fois, dans ces moments-là, c'est plus facile d'enlever la photo puis de se fier à qu'est-ce qu'on voit sur la pièce en tant que telle. Puis dans ce cas-là, je pense que je vais faire un cercle de construction pour avoir la distance entre ça et ça. Puis là, je vais pouvoir venir contraindre ce cercle-là. Et là, je vais pouvoir prendre ma mesure de l'épaisseur de cette géométrie-là. Qui va être de 2 mm. Et à partir de là, je vais avoir besoin de l'angle entre ces deux choses-là ici. C'est là que ça devient un peu plus complexe parce que je veux qu'il soit centré entre ces deux points-là. Je sais pas s'il y a façon de venir prendre un point central. Peut-être que je préfère un arc de construction entre ces deux points-là. Puis là, dans cet arc-là, je pourrais venir mettre une ligne de construction à partir du point central. Donc, quand on a un petit triangle qui apparaît à côté de notre curseur, c'est parce qu'on est au point central. On va prendre ça comme ça ici. Mais là, je me demande comment avoir... Comment est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux faire en sorte que ces deux lignes-là soient centrées par rapport à cette ligne-là? Et je pense que la façon la plus simple, ça va être de créer une ligne de construction entre ces deux-là. Donc, je ne sais pas si ça a bien créé mes contraintes de coïncidence comme qu'est-ce que j'aimerais. Ça semble avoir bien travaillé. Oui, donc on est coïncident cette ligne-là par rapport à cette ligne-là. Maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est de mettre un point central à cette ligne-là. Je vais mettre un point central. Et là, je vais pouvoir mettre mon point coïncident avec ma ligne. Et là, cet angle-là va être... ça va être dans le fond la géométrie que j'essaie de dessiner, qui est dans le fond cette géométrie-là ici, qui est vraiment dure à voir dans la photo. Mais dans le fond, ça fait juste comme une fraction du cercle qui va monter dans les airs. Je pourrais peut-être te le montrer. Donc ici, là, cette géométrie-là, c'est un peu dur à voir. Cette petite géométrie-là ici, donc j'ai fait l'angle par rapport à ça puis ça parce que il me semble être centré entre ces deux points-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait
un angle centré. Là, je vais pouvoir juste prendre la mesure d'un point à l'autre, puis venir rentrer cette mesure-là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une mesure de cette ligne-là, par exemple. Et puis là, cette mesure-là, je peux la prendre. En fait, là, ça va être la mesure du centre de la géométrie. Tandis que moi, j'ai beaucoup de facilité à mesurer l'extérieur de la géométrie parce que de prendre le centre exactement, c'est dur pour moi. J'essaie d'estimer il est où le centre. Donc, au lieu de mettre ma mesure à cet endroit-là, j'ai enlevé, je suis retourné trop loin dans mes CTRL-Z. Donc, je vais mettre ma mesure à l'extérieur, donc entre ces deux points-là ici. Et là, je suis à 5.4 exactement. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire une ligne. Et puis là, il faut que j'analyse un peu la géométrie à l'air de quoi. Si on remet l'image, là, on voit rien, on voit absolument rien sur cette image-là. Ça sert à rien de travailler avec ça. On a un genre de ligne qui se ramène au centre et qui fait ça comme ça. Donc là, je travaille strictement avec ce que je vois. Je mets la géométrie que je vois sur le sketch. Puis une fois que la géométrie va être là à mon goût, je vais pouvoir ensuite de ça prendre mes mesures. Puis c'est quand même vraiment étrange. Comme petite géométrie, là, c'est comme une petite pointe. Ça fait un genre de triangle en fait, donc j'ai pas dessiné la bonne chose. Je vais dessus. Ok. Ça va ressembler à quelque chose dans ce style-là. Fait que je vais pouvoir prendre une mesure. Euh, de là à. Je peux-tu faire ça? Fait que je vais juste me faire un point ici qui va être probablement coïncident avec nos deux lignes. Je sais pas si les contraintes se sont bien faites. Je vais mettre une distance entre ce point-là et ce point-là. Mais cette distance-là, je peux la mesurer. Voilà, ce ne sera pas la mesure la plus précise au monde. Mais je peux quand même essayer. Quoique je peux prendre une mesure beaucoup plus précise de 3 mm si je mesure la longueur complète de cette ligne-là. Mon point va pas me servir à rien. Mais là, je vais pouvoir prendre cette mesure-là que j'ai prise et elle est de 3 mm. Et ensuite, je vais pouvoir prendre la mesure de ça ici. Qui va être de 1.4 mm.
Finalement, je vais juste enlever le coïncident ici. Parce qu'on a 1 mm. Ah, fuck, ça c'est 3 mm. Il va falloir que je delete ça. Je vais mettre mon 3 mm. Non, pas sur lui. Je vais mettre mon... Non. Je vais mettre mon 3 mm entre lui et lui. Puis ensuite de ça, je vais mettre 1 mm ici. Non, c'était pas ça que je voulais. Je vais mettre une ligne d'1 mm et là, je vais pouvoir mettre ces deux points-là coïncidents. Je trouve ça quand même étrange que mes mesures diffèrent comme ça. Hmm. J'ai juste de la misère en ce moment parce que... Huh. J'ai de la misère parce que j'ai mis les mesures que j'ai prises. Puis ça me donne pas un look qui est similaire à ce que je vois là. Je trouve ça toujours étrange. Donc là, mes lignes sont bleues. Donc je vais juste tirer dessus. Je vais essayer de tirer dessus pour voir c'est quoi qui explose quand que... Ah, ok. Donc... ça va être vraiment la jointure, la jonction entre ça et ça. Donc là, c'est devenu noir, donc ça peut plus bouger. Maintenant, ici, ça doit être la même chose. Donc cette ligne-là, elle n'a aucune corrélation avec l'angle de cette ligne-là. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fonction colinéaire pour qu'il soit sur la même axe, puis qu'on n'a pas le mouvement de l'axe. Donc ça ressemble quand même un peu à ce que j'ai dans la vraie vie. Pas énormément, c'est pas autant que j'aimerais. Mais on va l'essayer comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va nous donner. Puis on a aussi la dernière chose. À partir de la moitié de cette histoire-là. Donc à partir d'ici. On a la petite pièce justement qui va venir locker l'hélice en place. Ok.
Je suis pas sûr de comprendre. Ok, si je fais ça, cette ligne-là, elle a besoin d'être collinéaire. Là. Ça, pis ça. Collinéaire, direct dans le même. Ça va être la longueur de ça. Là. Fait que je peux mesurer de là à là. Puis ça va me donner 3.30. 3.3. Boom. Just like that. C'est un sketch qui va commencer à être quand même pas mal chargé, on va te dire. Donc là, il va nous rester à faire le circular pattern pour nous sélectionner tout ça. Mais là, ça a sélectionné plein d'affaires que je veux pas. Là. Ça va être tough quand même. Je vais juste venir finir de fermer ça ici. OK. Faire un circular pattern. Prendre tout ça. Prendre ça. Je vais prendre ça. Ça. Puis je vais prendre mon center point. Juste comme ça. OK. Là, on a notre géométrie qui a été intersectée. Fait que là, on commence à avoir un sketch. Il est pas mal crowded, on va dire. Pas mal crowded. Mais là, c'est là qu'on commence à avoir du fun. Donc, ce que j'avais montré tantôt, les différentes épaisseurs d'extrusion. Donc, on va commencer par faire la base de l'extrusion. Parce que je vais tout sélectionner, sauf pour mes trous. Et ça, je vais l'extruder de 2.8, 2.85, 2.85, 2.85. Là, j'aimerais avoir des trous. Donc, je vais juste remontrer mon sketch parce qu'on peut faire plusieurs activités à partir du même sketch. Je suis toujours étonné par la quantité de gens qui ne savent pas ça. Puis là, je vais juste venir sélectionner les trous pour les têtes de vis. Donc là, ça c'est ma base. Donc je veux que mes trous, donc je vais mettre Start from Object. Je vais starter à partir de là. Puis là, la distance, je vais mettre moins. Puis je vais mesurer combien que je veux. Moins 1.2. Comme ça, fait que là, on a les trous pour les têtes de vis. Je vais continuer, je vais faire Extrude. Donc là, je vais vouloir extruder ces géométries-là ici. Puis là, je viens de raser quelque chose, mais je vais l'arranger juste après ça. 8.6. 8.6. On va faire Join pour avoir de la matière qui se combine. Je viens de raser que ces pins-là, ils n'ont pas d'affaire à être dans cette extrusion-là. Fait que je vais juste les désélectionner.
Donc, je suis revenu dans mon arbre ici, mon arbre de fonction. J'ai double-cliqué dessus, puis j'ai juste enlevé ce que j'avais pas de besoin. Et finalement, on va faire une dernière extrusion avec seulement ces petits morceaux-là. Ces morceaux-là, ils partent du top, donc je vais faire Start from Object. Mon objet, je vais sélectionner cette phase-là. Et je vais dire moins. Je vais mesurer 2.7, 2.6, 2.6, 2.6. Fait que c'est moins 2.6. Dans ce sens-là, je vais cacher mon sketch. Donc là, on a pas mal la forme générale qu'on voyait juste ici. Et par contre, on a des petits chanfreins sur ces axes-là ici. Donc, je vais tout sélectionner les axes. On va mettre peut-être 0.5. Ça me semble un peu plus prononcé que ça. 1.5. Ça semble faire plus de sens. 1.5. Peut-être 1. 1, j'ai l'impression que c'est plus que 1. 1.25. 1.25, ça me semble quand même bien. Faire OK. Et là, on a cette forme-là. Tout ce qui va nous rester, c'est les petites pins en dessous qui vont rentrer dans les trous. Le seul problème que j'ai en ce moment, c'est que les pins font quand même 1.6 mm. Donc, ça va être imprimable. C'est au-dessus du double. C'est au-dessus de 0.8 parce que j'utilise avec une largeur d'extrusion de 0.42 mm. Donc, il faut mettre minimum 2 murs d'impression. Donc, si c'est en bas de 0.8, c'est pas imprimable. En tout cas, ça ne fera pas grand-chose de l'imprimer. Donc, quand je regarde par en bas, je vois aussi que j'ai sélectionné mon trou dans ma première extrusion. Ça, c'est pas bon. Je viens aussi de voir une petite géométrie que je vais pouvoir changer. Donc, ce que je viens de voir, c'est qu'on a un petit rebord ici qui va être une cote. Je vais juste mesurer le diamètre de ce trou-là. 6.9. Et finalement, on va avoir... Je suis pas sûr comment dessiner ça. Ça va être les deux petites pins en dessous qu'il va falloir dessiner. Donc, ces petites pins-là ici en plastique. Il semble être à l'œil. On a une pin là, puis une pin à quelque part ici. Donc, pour commencer, je peux tout de suite leur mettre leur diamètre. C'est vraiment facile à mesurer. 1.55, 1.55, 1.55. Je vais peut-être y aller pour un 0.42 x 4. C'est en dessous de 1.55? Non, ça va être x 3. 1.26 parce que anyway, je pourrais pas, j'aurais pas le niveau de précision pour faire 1.55. Donc j'aime mieux donner la dimension exacte qu'il va avoir besoin. Donc, je vais commencer à faire des choses. Je vais mettre une ligne de construction entre ces deux points-là. Cette ligne-là, je vais la mettre horizontale et je vais la mettre centrée. Donc, je vais faire une ligne de construction d'un bord à l'autre centrée. Et là, je vais pouvoir faire un point central sur ma ligne de construction ici. Et là, ce point central-là, je vais pouvoir venir faire une relation de coïncidence. Et là, on a deux petits cercles qui sont centrés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure centre à centre de cette pièce-là.
Et là, ma mesure centre-centre, c'est vraiment facile quand on veut prendre une mesure centre-centre de 2 ronds. On prend la mesure que ça nous donne exactement sur notre pied à coulisse, qui est de, dans ce cas-ci, 11,9, moins la mesure du diamètre, qui est de 1,54. Moins 1,54. C'est un petit truc très utile. Et puis là, une mesure que je peux avoir, ce serait la mesure du rebord du cercle par rapport à lui ici, parce que je peux venir la pincer avec mon pied à coulisse. Donc si on se fait une ligne, par exemple, de construction entre le centre de ce cercle-là et le centre de ce cercle-là, on va pouvoir faire une ligne du centre de là jusqu'à lui. Puis là, la mesure entre ça et ça, ça va être la mesure décisive. Ça va être 2,2. Exact. Parfait, donc je vais commencer par extruder le petit cercle ici. Donc moins moins 0,6. Je vais remontrer le sketch. Je vais faire une extrusion de nos petits trucs ici. Et eux vont être de 1,92, 1,85. Écoute, je vais les faire de 2 mm. Au pire, je les couperai. Je vais enlever tout ça. Et puis, juste comme ça, on a notre pièce qu'on a recréée dans Fusion 360. Tout ce qui va rester à faire, c'est de l'exporter. On va amener ça dans Bamboo Studio. On va le trancher, mettre du support parce que c'est une géométrie qui va avoir besoin de support malheureusement. Et on va voir la meilleure façon de l'imprimer. Puis on va lancer l'impression et le tester. Bon là, dans Prusa Slicer, il y a vraiment juste 2 orientations où est-ce qu'on peut imprimer ça. Dans tous les cas, on va avoir besoin de support. Et mettons, dans cette orientation-là, on mettrait du support en dessous. Je pense que ce serait le support le plus facile à enlever. On aurait du support sur cette face-là ici. On aurait du support. Donc, si on se met en mode support painting, je vais être capable de montrer les faces plus facilement. Donc, dans Bamboo Studio, comme dans Prusa Slicer, on a des fonctions de peinture de support qui sont vraiment super utiles. Et dans la peinture de support, on peut soit peinturer comme ça avec une brosse, ou on peut venir faire l'option Fill qui va sélectionner les surfaces au complet. Fait que dans cette orientation-là, on va avoir besoin de support pour cette surface-là, puis cette surface-là. Tout le reste va être non supporté, puis il n'y aura pas de marque justement de support. Non, c'est pas vrai. On va avoir également besoin de support pour cette face-là. Le chanfrein est à 45 degrés, donc il devrait s'imprimer sans aucun problème. Donc on aura besoin de support pour ça, support pour ça, support pour ça ici. Donc ça pourrait quand même valoir la peine. Mais l'autre façon de l'imprimer, ça serait de le flipper de bord. Donc, si on se met en mode positionnement automatique, le positionnement automatique va nous donner l'option de choisir des faces sur laquelle on veut qu'il se positionne. On pourrait la positionner comme ça,
Puis tout simplement venir supporter cette face-là, puis ces faces-là ici. Tout le reste va être supporté naturellement durant l'impression. Fait que je pense que c'est ça la façon idéale de le faire, surtout parce que la géométrie ici est quand même critique parce que c'est ça qui vient tenir le ressort en place. Donc j'aimerais ça qu'on ait les bonnes dimensions. Puis les petites pins ici, j'ai peur qu'en essayant d'enlever les supports, si je mets des supports partout autour de ça, j'ai peur d'accrocher les pins puis de les briser en essayant d'enlever les supports. Donc je vais l'imprimer dans cette orientation-là. Mais juste pour le fun, j'ai le goût d'essayer de voir Bamboo Studio dans quelle orientation il va le mettre automatiquement. Donc il y a la fonction dans Bamboo Studio d'orientation automatique qui va orienter de la façon que lui il pense qu'on devrait imprimer cette pièce-là et il me donne, il bouge pas la pièce, donc il me dit essentiellement que la pièce est dans la meilleure orientation en ce moment, selon lui, selon ses calculs. Admettons que je fais ça maintenant, il va le mettre à l'envers dans cette orientation-là. Donc, ces calculs de positionnement sont pas toujours les meilleurs, mais dans ce cas-ci, j'ai tendance à être d'accord. Et là, au lieu de mettre des supports traditionnels, au lieu de mettre des supports peinturés, je vais mettre des supports traditionnels comme ça ici. Où est-ce que je vais... en fait, je pense que je vais juste changer mon preset avant. Je vais mettre un preset extra fine high quality. Juste parce que Bamboo, ils changent déjà leur preset. Selon le preset que tu as, ils changent déjà les paramètres sur les bottom distance puis des choses comme ça pour mieux comprendre. Si tu comprends pas de quoi que je parle au niveau des paramètres de support puis tu sais pas comment ajuster les supports pour que ça fonctionne bien, je te conseille fortement d'aller voir ma vidéo YouTube sur les supports justement. Donc j'ai une vidéo dans la liste de lecture le guide ultime du tranchage. J'ai une vidéo sur support facile à enlever, le guide ultime. Cette vidéo-là, c'est une vidéo de 40 minutes où est-ce que je passe au travers de c'est quoi les supports, pourquoi on a besoin de support, comment éviter les supports, puis surtout, quand on a besoin de support, c'est quoi les différents types de supports, tout ça, comment ajuster les supports, les différents paramètres de support. Nanana. Donc, c'est vraiment un guide complet sur les supports au grand complet. C'est un des sujets qui m'est les plus demandés de faire du contenu sur l'ajustement des supports. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur le sujet. Ceci étant dit, je vais changer mon preset justement à 0.8 mm. Je vais activer les supports et les supports vont être en mode normal. Je n'irai pas pour du tree parce que j'ai pas besoin de passer autour de géométrie et de faire des choses comme très organiques. Donc un support traditionnel, ça va faire la job à 100%. Et puis je vais pouvoir mettre mon strength, le nombre de murs. Je vais juste mettre plein de murs parce qu'essentiellement, je veux aucun infill, je veux que ce soit une pièce remplie. Et non seulement une pièce remplie, mais une pièce remplie de murs. D'ailleurs, cette philosophie, ça fait partie clé pour des impressions 3D résistantes. Donc, c'est une vidéo de 10 minutes où est-ce que j'explique donc 4 paramètres de base du slicer et j'explique en détail c'est quoi ces paramètres-là, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change sur la résistance des pièces. Donc, une autre super bonne vidéo pour bien comprendre pourquoi que je mets plein de wall loops pour avoir une pièce pleine de murs, pas juste une pièce pleine d'infill. Et la qualité, on est à 0.08. Donc, si je fais slice plate, il devrait nous donner quelque chose qui ressemble à ça, avec du beau support un peu partout. J'aime pas par contre la façon qu'il a généré ce support ici par-dessus les pins. Je pense que ça va être quand même difficile à enlever ce support-là. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais peinturer mon support à la place. Donc je vais juste cliquer ici. Je vais faire support, fill. Puis là, je vais venir fill ça, puis ça. Puis je vais juste venir mettre un clic droit ici pour dire mets pas de support. Je veux aucun support qui touche à ces faces-là ici.
Juste pour être sûr que ça va pas se faire englober dans la chose. Là. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. J'aime mieux l'essayer puis me sauver du trouble plus tard. Ok, là, on va slice. Ok, well, tu sais quoi? J'ai essayé de gosser un peu en dehors de l'enregistrement, puis j'ai pas trouvé facilement de façon de rendre ça plus clean. Donc, ça va être ça qui est ça. 18 minutes d'impression. Faire print. Mon filament nylon est dans mon dry box, donc il n'est pas dans le AMS, il est dans mon désidérateur de filament continuellement. Donc, je vais enlever ça. Donc, on est en ce moment en mode PEGF. On va faire send. Puis on va se revoir dans un instant avec la pièce et on va la tester ensemble. Ok, la pièce est imprimée. Comme on peut voir, ça fit à merveille. Et quand on met un hélice dessus, donc là, je suis désolé, je vous ai pas attendu, je l'ai déjà fait, je sais que ça fonctionne. First try. Maintenant, tout ce qu'il va rester à savoir, c'est est-ce que ça peut survivre à un vol? Donc, est-ce que ça va être capable de withstand les forces de l'hélice qui propulse le drone dans les airs? Je pense que oui, pour le vrai. Honnêtement, ça a l'air vraiment solide, mais il va nous rester à le tester. Bon, finalement, j'ai modifié le modèle. J'avais pas besoin des petites pins en dessous. C'était vraiment juste des pins de positionnement. Anyway, on a 3 vis qui tiennent ça en place. Donc, c'est sûr qu'il y a nos petites pins de 1 mm de plastique. Ça change pas grand-chose. Donc, j'ai décidé de les enlever. Comme ça, on va pouvoir, la prochaine fois, imprimer ça avec ça flat sur le plateau. Puis seulement mettre un petit peu de support ici, un petit peu de support là. Puis ça va être tout parce que honnêtement, ça a été quand même chiant d'aller enlever le support dans ces petits trous-là. Les trous sont vraiment tight, puis il n'y a pas grand-chose qui rentre dans cet endroit-là. Donc, l'impression idéale aurait été dans ce sens-là. Ça aurait été beaucoup plus facile pour enlever les supports. La raison pourquoi j'en ai fait un autre à côté, j'ai fait une fonction miroir. Donc, je me suis créé une plane ici de travail, une surface de travail pour pouvoir faire un miroir de cet objet. Parce que sur le drone, il y a des hélices d'un côté, puis il y a des hélices de l'autre côté. Puis c'est tout simplement miroir parce que les moteurs tournent dans des sens différents pour que l'hélicoptère puisse rester stable. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai miroir pour faire les deux côtés du mounting. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais mettre le modèle sur Printables gratuitement, bien évidemment. Donc là, tout ce qui va me rester à faire, c'est prendre des photos de mon truc, mettre ça sur Printable, faire post. Et là, si vous avez un DJI Phantom avec des mounting plates débrisées, vous allez pouvoir réimprimer des pièces de remplacement. Par contre, il va vraiment falloir faire ça avec du nylon parce que j'ai pas l'impression que le PETG ça va être assez solide. Par contre, si vous voulez, vous voyez sur Volatus Drone, j'ai trouvé un kit avec les 4 plates, les vis, les springs pour 12$. Le seul inconvénient, c'est que ça va probablement prendre 2 semaines avant que ça arrive chez vous. Fait que c'est ça le gros avantage de l'impression 3D, surtout quand quelqu'un d'autre comme moi a fait le modèle. Euh, Tu peux juste aller downloader le modèle puis l'avoir instantanément. Ou sinon, tu peux modéliser le modèle. Ça m'a pris 45 minutes à modéliser. Puis mon 45 minutes de travail m'a sauvé 2 semaines d'attente. Donc, ça vaut quand même la peine dans mon livre à moi. There you go. C'est posté. Donc, c'est ça le nom du Printables. Modèle 981905. Si ça vous intéresse. Allez downloader. Faites-vous du fun avec du nylon. C'est une belle petite utilisation du nylon. Quoi que je dis ça, puis j'ai pas encore essayé voir si ça marche. En ce moment, il pleut dehors, donc je pourrais pas essayer ça aujourd'hui malheureusement, mais je vais vous revenir là-dessus. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes des vrais. Puis si vous aimez ce style de contenu-là un peu plus laid back, pas de gros montage, pas de gros editing, juste chiller avec moi pendant 1 heure. Écrivez-moi là dans les commentaires si t'aimes ça, ce nouveau style-là. Écrivez-moi là aussi dans les commentaires. J'essaie de faire du contenu qui vous aide et qui vous donne de la valeur. Puis j'ai posté ce modèle-là gratuitement avec des licences
general public, comme ça vous pouvez les remixer, vous pouvez vendre ces pièces-là si jamais vous avez des acheteurs pour ça, ce qui m'étonnerait. Mais mon but c'est de vous aider et vous donner de la valeur, pas de faire une pièce ou deux avec des modèles 3D. Fait que sur ça, on se revoit à la prochaine. Si vous voulez apprendre la modélisation 3D, allez voir l'Académie 3D qui est mon académie en ligne où est-ce que j'enseigne la modélisation 3D pour l'impression 3D. C'est la meilleure façon d'apprendre la modélisation 3D. Le lien va être dans la description. OK. Salut!